vous raconter dans le journal de Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un homme averti en vaut deux. Elisabeth Borne a remis au goût du jour ce vieux proverbe au discours très attendu de la Première ministre à l'université d'été du MEDEF. Le cap est donc fixé. La chef du gouvernement leur laisse un mois pour boucler leur propre plan de sobriété énergétique. Objectif, moins 10%, sinon gare aux coupures. Alors une question ce matin, est-il possible de bâtir un plan de réduction de sa consommation d'énergie en si peu de temps ? Eh bien, il faut regarder du côté de la Colombie qui a adopté une mesure similaire après 6 mois d'études. Vincent Siandra est le directeur général de Metron, entreprise spécialisée dans la réduction de la consommation énergétique. Il a accompagné et aidé des patrons sur place. Pour lui, pas de doute, le délai demandé par Elisabeth Borne est trop court. Il faut savoir que 10% de la consommation énergétique des entreprises, c'est énorme. Ça peut être un changement drastique de fonctionnement d'entreprise, changer des horaires de travail pour des entreprises plus de bureaux ou carrément sur des usines, changer la façon dont on produit ou les heures dont on produit. D'être capable d'analyser vraiment chaque partie du process industriel, ça va être aussi dans certains cas de changer certaines machines pour qu'elles soient efficientes, changer des moteurs avec des technologies qui consomment moins d'énergie aujourd'hui. Donc on parle ici de réduire la consommation, on parle aussi d'investir, de changer des équipements. Donc c'est, comme vous le voyez, quelque chose qui peut être colossal. J'aimerais être extrêmement optimiste et vous dire non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de coupure cet hiver. Très honnêtement, le temps de prise de décision, le temps d'action, le temps de mise en place des systèmes, parce que je vous mets au défi de savoir à l'instant T ce que vous consommez comme énergie. Ça veut dire qu'il faut s'équiper, comprendre, visualiser, derrière monter des plans d'action, après faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise soit autour de ce plan d'action et le mette en place. Le risque de délestage est tout à fait réel. Vincent Siandra, directeur général de Metron, entreprise spécialisée dans la réduction de la consommation énergétique. Il était au téléphone avec Victor Chabert. Voilà, délestage, comprendre coupure d'électricité. Alors des entreprises qui sont aussi confrontées à l'explosion des prix du courant et du gaz. La situation est encore plus inquiétante pour les PME, les petites et moyennes entreprises dans les Vosges. Elles ont décidé de s'organiser. Elles ont effectivement décidé de se regrouper pour faire pression sur les fournisseurs d'énergie. La Chambre de commerce et d'industrie vient de mettre en place un système d'achat groupé, de quoi leur permettre de limiter un peu la facture. Reportage Tatiana Gezelman. x10 sur la facture énergétique. Voilà ce qui attend l'entreprise Hydréo pour l'année prochaine. De quoi lourdement impacter le budget, selon le PDG Clément Benamou. Aujourd'hui, on a une composante énergétique qui est relativement minoritaire, qui tourne aux alentours des 4 à 6% de nos coûts d'exploitation. Par contre, les hausses qui se préparent pour l'automne là, risquent de nous emmener beaucoup plus loin. Si on doit comparer ça à du recrutement, ça représente 3 ou 4 équivalents temps plein. Le chef d'entreprise n'a donc pas hésité à participer à l'achat groupé de la CCI des Vosges. Sans ça, il n'était d'ailleurs même pas sûr de trouver des fournisseurs. Là, les contrats arrivent à terme et ne sont pas renouvelés par certains de nos fournisseurs. On a notamment un gazier qui dénonce le contrat sans souhaiter nous en proposer un nouveau. En s'associant, les petites et moyennes entreprises pourront peser plus lourd dans la négociation, mais la facture restera salée, prévient Arnaud Guillaume, en charge du dossier à la CCI. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on fasse des économies par rapport au contrat précédent. Là, on va vraiment plutôt limiter la casse. Les entreprises intéressées ont jusqu'au 16 septembre pour s'inscrire avant la négociation avec les fournisseurs. Épinal, Tatiana Gezelman, Europe 1. Il est 7h05. La politique Emmanuel Macron a reçu les candidats de la majorité battus aux dernières législatives hier soir à l'Élysée. Et environ 150 invités et quelques têtes connues comme l'ancien président de l'Assemblée Richard Ferrand ou encore l'ex-ministre et patron de groupe Christophe Castaner. Une séance pour soigner les égos, mais pas seulement. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, vous étiez à cette réception. Le président avait aussi un autre objectif, remobiliser les troupes. Oui, dans les jardins de l'Élysée, petit four et champagne pour les près de 150 invités du président. Point commun de ces convives d'un soir, tous ces marcheurs ont échoué à remporter la bataille des législatives, à l'image de Bruno Castel, candidat à sa réélection dans l'Eure, éliminé dès le premier tour. Il a été très sensible et respectueux de l'engagement qui a pu être le nôtre et aussi de poser clairement le défi des années futures. Il y aura d'autres échéances, des matins de combat et des soirs de conquête, a insisté le chef de l'État auprès de ses candidats malheureux.
généreux. De quoi remotiver Sonia Crimi, ex-députée de la Manche à la sortie du palais. Il a parlé du futur sénatorial parce qu'il y a un renouvellement du Sénat l'année prochaine. Il a parlé des départementales, des européennes qui vont arriver très très vite. Mais n'est-ce pas là ignorer le message des Français qui n'ont pas voté en leur faveur? Elisabeth Moreno, ex-ministre déléguée et candidate pour les Français de l'étranger, s'en défend. Accepter une défaite et se retrouver pour réfléchir à l'après, c'est ce que j'appelle de la responsabilité. Ne pas le faire, c'est de la lâcheté. Et ainsi, Emmanuel Macron prépare déjà l'après avec ses personnalités issues de la société civile qui s'étaient pourtant jurées de ne pas faire de carrière politique. L'ancien monde n'est jamais trop loin. Jacques Serret. L'affaire avait provoqué la colère de SOS Médecins qui avait même suspendu ses visites à domicile le week-end dernier. À Mulhouse, l'agresseur d'un médecin généraliste écope de 5 ans de prison ferme. Oui, il avait mis trop de temps à se déplacer pour soigner sa femme. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué au tribunal. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 5 ans de prison ferme. L'avocat du médecin, maître Raphaël Nissan, salue une décision exemplaire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire quand vous êtes appelé comme médecin, que vous allez chez votre patient un samedi midi pour le secourir et qu'on vous accueille en vous insultant, en vous disant qu'on va vous tuer et en joignant le geste à la parole et en faisant feu alors que le médecin avait tourné les talons et voulait juste s'enfuir. Cette dérive doit évidemment être stoppée. Non, c'est pas trop. Vraiment, l'affaire n'a pas été minimisée. C'est un verdict qui est rendu en toute connaissance de cause, y compris dans sa sévérité. Et la présidente en a d'ailleurs parlé en disant que voilà, c'était lié à la gravité des faits, lié à la personnalité du prévenu, au fait qu'il était déjà multirécidiviste. Et on aboutit à cette peine qui est exemplaire. Je n'en connais pas d'aussi sévère. Maître Raphaël Nissan, avocat du médecin agressé samedi à Mulhouse. Il était avec Clotilde Dumais. On rappelle que l'agresseur avait tiré avec un fusil à billes. Aux États-Unis maintenant, lancement retardé pour la fusée Artemis. Ah oui, elle devait décoller hier après-midi de Cap Canaveral en Floride pour un voyage d'une 40aine de jours sans équipage autour de la Lune. Un départ repoussé par la NASA. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Il faut dire que la NASA a connu une succession de problèmes techniques. Oui, avec d'abord une fuite d'hydrogène liquide, ce carburant qui alimente la fusée. Puis les ingénieurs n'ont pas réussi à faire suffisamment refroidir l'un des 4 moteurs de l'appareil. À cela s'est ajouté un risque d'orage et de foudre à l'approche de la fenêtre de tir. Lancement donc avorté, mais un décollage est toujours possible pour la fin de semaine, assure Michael Sarafin, le directeur de la mission Artemis. Il nous faut du temps pour regarder les données, mais nous conservons l'option d'un lancement vendredi. On veut tous assister à cette étape importante, mais c'est très difficile. On essaie de faire quelque chose qui n'a pas été fait depuis 50 ans. On travaille avec de nouvelles technologies, de nouvelles équipes, de nouveaux logiciels. On apprend tout au long de ce chemin. Les ingénieurs de la NASA vont donc se réunir dans la journée pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Pour le moment, pas d'inquiétude. Il n'est pas question de remplacer l'un des 4 moteurs de la fusée Artemis, la plus puissante jamais construite. Mais la pression va s'accentuer sur l'agence spatiale américaine, car après ce vol d'essai, la NASA compte toujours envoyer 2 astronautes sur la Lune en 2025. Une étape indispensable pour espérer un jour s'envoler vers Mars. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Allez, un mot de tennis. Entrée réussie à l'US Open pour la future retraitée Serena Williams. L'américaine qualifiée pour le second tour après sa victoire en 2-7 sur la monténégrine Danka Kobilic. Qualification également de la française Caroline Garcia. Chez les hommes, une surprise, élimination du numéro 5 mondial Stefanos Tsitsipas dès le premier tour. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.